Badr Saoudi. Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Il y a dans le silence du corps des vérités que la parole quelquefois ignore. Un soupir contenu, une épaule figée, un rythme qui se brise. Le corps parle, même lorsque l'esprit se tait. Si nos tensions étaient des mots tues, et si nos blocages n'étaient pas qu'anatomiques mais aussi émotionnels. À l'heure où les neurosciences croisent la sagesse ou les sagesses anciennes, où la kinésithérapie côtoie quelquefois la danse, nous allons évoquer ce matin le lien, quelquefois invisible mais constant, entre nos postures, nos pensées, entre nos mouvements et nos humeurs. Nous en parlons ce matin et si vous voulez participer à cet échange, n'hésitez pas à nous contacter. C'est de 10h à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes ce matin avec nos deux invités que je présenterai rapidement. Nous sommes avec Mélem Mhlou qui est déjà de compétences plus et qui est business coach, et nous sommes avec Hakam Bouzidi qui est ostéopathe et qui est diplômé en médecine chinoise et enseignant aussi de Tai Chi Chuan. Bon, on aura l'occasion de poser les questions si vous le souhaitez, puisque l'émission est interactive. Mais je présente tout d'abord notre sujet du jour, avant de saluer nos deux invités ici présents. Alors, nous parlons des liens qui existent entre le corps et l'esprit. Et le corps n'est pas extrait de son environnement. Souvent, lorsqu'il y a un déséquilibre, il peut rejaillir d'une façon qui, quelquefois, quand on l'observe isolément, ne raconte pas toute l'histoire qu'elle porte en elle-même. Oui, je prenais. Bonjour à tous et bonjour à mes deux collègues de plateau et de confrères. C'est un beau sujet. Franchement, je suis très contente qu'on le traite. C'est un sujet qu'on a déjà probablement soufflé dans des précédentes émissions, mais chaque émission est unique. Et je trouve que le lien que tu fais, Badr, ce matin, entre corps, esprit et environnement, les trois sont intimement liés. Peut-être que dans ce matin, on va parler de beaucoup de mouvements et comment le mouvement amène la vie et comment l'activité physique ramène la vie, aussi bien au corps et à l'esprit qui sont intimement liés, qu'on va. Et c'était des branches, disons, de la médecine. Il y avait un courant vitaliste, et le courant vitaliste s'intéressait effectivement à ce qui vivifie la vie, ce qui la rend plus intense ou plus vivante. Et les sagesses ancestrales, entre guillemets, avaient exploré ce lien en longueur. Et aujourd'hui, pour ne citer qu'un seul exemple, et je commencerai peut-être par là, on dit, on programme des campagnes ou des séminaires ou des rendez-vous pour gérer le stress. Donc, tendanciellement, au travail, les personnes sont davantage stressées. Et quand on observe à l'échelle des grands nombres, il y a des maladies qui sont aujourd'hui plus récurrentes qu'elles ne pouvaient l'être en des périodes plus anciennes. Et en ce sens, c'est un exemple peut-être du lien entre la façon qu'on a de vivre, l'environnement dans lequel on évolue, les façons qu'on a aussi de vivre ces journées, les maladies qu'on peut observer à certains âges de la vie. En ce sens, peut-être sur ces résonances, quand on se réfère peut-être à la médecine chinoise, on explore plus en profondeur ce lien-là. Tout à fait. Bonjour Monsieur Badr. Bonjour Maria. Hello. Tout à fait, ce lien est partie prenante de la vision d'un patient ou de la vision d'un être. Et c'est très intéressant dans la médecine chinoise. C'est parce qu'il y a un environnement, il y a comme une forme de hiérarchie. Dans la présence d'un environnement, il y a l'environnement qui est le soleil, qui est la lune, et qui va apporter beaucoup de poids sur les différents comportements des êtres végétaux, animaux, minéraux sur cette planète. Et donc on va quand même se fier, on ne va pas regarder une personne de la même manière au printemps, en été, ou en automne. Oui, mais même quand on observe les pratiques alimentaires, on a davantage envie de faire certaines préparations, ou même on privilégie certains types de repas davantage le printemps, l'hiver ou l'été. On a des envies qui diffèrent. Exactement. Oui. Mais ça, c'est à respecter. Ça va dans un sens inverse à toutes ces tendances de régime qu'on propose actuellement, où des médecines traditionnelles vont être plutôt dans l'écoute de l'environnement et comment je vais m'adapter à l'environnement. Et là, je parle d'un environnement météorologique,
liées à la météo. Et ça, c'est important. Ça veut dire que je vais toujours être en mouvement adaptatif et non pas dans une rigueur rigide qui va me sécuriser, mais m'éloigner d'un environnement qui, lui, est vivant et en perpétuel mouvement. Oui, c'est une façon d'inverser le regard. Oui. Malim Hlou, dans de précédentes émissions, j'ai le souvenir que tu établissais des liens entre les postures et parfois les postures et les tempéraments des personnes que tu as en face. Et en ce sens, ça rejoint un peu cette idée qu'effectivement, il y a un long continuum entre le corps et l'esprit, Malim Hlou. Moi, je vais répondre à ta question dans quelques instants. C'est vrai que je me permets de rebondir sur ce qu'a dit Hakim ce matin, sur cette adaptation qui est nécessaire par rapport aux saisons, parce que notre corps n'a pas besoin des mêmes aliments, ni de la même exposition au soleil, ni du même contact avec les éléments terrestres, la terre, etc. à différents moments, même si il y a des choses qui sont permanentes et qui sont nécessaires à notre équilibre physico-psychique. Et par rapport à la composition de notre assiette, peut-être que tout à l'heure on va le détailler un peu plus. Moi, j'ai été fascinée par le fait que ces dernières années, les gens expliquent les vertus de tel aliment. Ils disent il apporte ça, tel aliment il apporte ça, tel aliment il apporte ça, mais en fait ils prennent les choses individuellement, de manière solitaire. Or, une assiette, les assiettes qu'on prend au petit-déj, au déjeuner, au dîner, sont des assiettes mixtes. Et en fait, les gens, et peut-être certaines personnes, mais on entend souvent les vertus d'un seul aliment à la fois. Et pour référer à la question du tout auquel fait référence Hakim, ou à la question holistique, c'est vraiment le global qui finalement a de l'impact sur nous. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on va peut-être détailler la différence entre le sport et l'activité physique, et cette notion d'être en mouvement tout au long de la journée, et pas seulement se dire je fais 1 heure de sport par jour et ça suffit et je reste statique le reste du temps, parce que là aussi des études ont démontré que le fait de faire même 3 heures de sport par semaine, et c'est ce qu'on recommande, ce n'est pas suffisant pour pour s'éloigner de la fatigue chronique. Parce que la fatigue chronique, c'est peut-être, selon certaines études, et Hakim confirmera avec le recul qu'il a par rapport là aussi à sa pratique, la fatigue chronique, c'est la porte vers beaucoup d'autres évolutions, que ce soit le burn-out sur le plan psychique ou la dépression, que ce soit même sur le plan physique, des maladies cardiovasculaires ou autres ou inflammatoires. Et la question de la posture est essentielle, parce que finalement la posture, c'est quoi ? C'est être aligné aussi avec son environnement, mais avec son environnement intérieur et extérieur. Si moi je suis fatiguée justement par le poids de la vie, ou le poids sur mes épaules, ou le poids des responsabilités, et que je bouge pas assez de ma chaise, et il y a une notion que j'ai écoutée récemment et qui m'a fascinée. On parle aujourd'hui du capitalisme de la chaise. Le capitalisme de la chaise, c'est quoi ? C'est en fait, il y a des gens qui culpabilisent, qui me disent Maryam, on bouge pas assez, mais attends, c'est de notre faute, on est fainéant, on est pas bien, on est nul. Oui. Et ils doutent encore plus d'eux-mêmes. Et en fait, non, c'est le collectif ou l'évolution, le passage du cueilleur-chasseur à la révolution industrielle, à la révolution des bureaux, fait qu'on nous a enfermés dans un système de plus en plus statique qui nous empêche de bouger. Et donc, s'il y a une responsabilité individuelle dans le mouvement, et on va le dire, on peut être rebelle, c'est-à-dire qu'on peut se dire non, je vais bouger. Même si je suis assigné au bureau au télétravail, je dois bouger tout au long de la journée. Mais peut-être que la rébellion, elle se pratique à l'envers, c'est-à-dire on résiste à quelque chose ou à une envie naturelle. C'est-à-dire il y a en soi le désir d'être en sécurité, de s'économiser ou d'économiser entre guillemets son énergie en étant dans un endroit le plus sécurisé possible et en étant, disons, dans des postures d'immobilité, mais le corps parfois réclame, et cette sensibilité-là, on y résiste parce qu'il y a des nécessités de la vie. Mais quand on est un patient, quand on va voir un ostéopathe ou quelqu'un qui est expert en ce qui concerne la médecine chinoise, quels sont les mots qu'on va essayer de soigner ? On va prévenir tous les maux, je pense, mais on est plutôt dans la prévention. Ça veut dire qu'on va partir d'un principe où moi, quand j'accueille une personne, surtout quand elle vient de naître, un bébé, je vais me dire elle arrive avec un capital énergétique à 100%, elle est opérationnelle, sauf s'il y a des pathologies génétiques et congénitales. Mais au-delà de ça, comment je vais faire pour préserver ce capital jusqu'à son dernier souffle ? À partir de sa naissance, ça c'est notre travail. Donc c'est pas vraiment une forme de guérison, mais c'est
réajuster à chaque fois que le corps se déplace de son état d'équilibre, le réajuster pour l'inviter à revenir vers un état d'équilibre qui est le point majeur de cette médecine, un état d'équilibre qui est cet état où je ne vais pas me fatiguer. L'économie n'est pas dans l'inertie ou dans la non-mobilité. Elle est dans le déséquilibre. Elle est dans l'équilibre. Quand je suis l'énergie. Oui. Ça veut dire, moi, le premier exemple, le plus bel exemple aussi que je vais citer, si le patient veut écouter, je vais lui donner un contexte dans cette médecine traditionnelle, un modèle, c'est juste un modèle, mais on va partir d'un principe, si je peux me permettre, où on va partir de la genèse, comment se génère un corps ou l'univers, et on va raconter ça de cette manière-là. On part d'un principe qu'on appelle un vide qui contient le tout, et à partir de premier temps de la genèse ou de T0 du Big Bang, apparaît un premier point, ou une première énergie. Cette énergie, dite unitaire, contient déjà l'ensemble du data ou de chi, ou de l'information de tout l'univers qui va se déployer. Pareil dans un système vivant. Moi, je viens, comme tous les mammifères, en une cellule dans l'eau de ma mère, comme vous tous, comme nous tous, et de 1, je me divise en 2, 4, 8, 16, 32, 64, et je vais vers une mitose, une multiplication d'un système qui part de 1. Ça, dans la médecine traditionnelle, ça n'a jamais été oublié. De ce paradigme-là, en découle que toute la multiplicité qui a découlé de ce 1, qui est une complexification de ce 1, est dans une intégrité du 1. Je ne peux pas séparer l'ensemble de la complexité en provenance de ce 1, et je ne peux pas la séparer de ce principe unitaire. Et je vais le regarder d'un point de vue unitaire, d'un point de vue d'un patient. Oui. Je sais que si je touche à son esprit, son corps est touché, son âme est touchée, puisque je suis dans un principe unitaire, en arabe tawhid, je reviens vers ce principe-là. Si je touche à l'être humain, je touche forcément à son environnement, puisque nous sommes un avec notre environnement, et que nous sommes nés avec un. Oui. C'est très joli dans ces médecines traditionnelles de voir cette corrélation, et on peut la regarder d'une belle manière. On peut regarder qu'un système solaire, par exemple, naîtra toujours à partir d'un soleil, et entraînera par gravité toutes les étoiles et les planètes autour de lui. De la même manière, tous les corps vivants dans la médecine traditionnelle démarrent leur genèse par un cœur, qui est le soleil, et à partir du cœur, ses premiers battements, l'organisation des organes comme des planètes vont s'organiser, non pas par gravité cette fois-ci, par un principe appelé le chi, par un principe appelé l'esprit, qui lui permet cette organisation cohérente de tous les systèmes et de notre système. C'est à lui, c'est à cet organisateur ou à cette organisation parfaite et involontaire, qui ne dépend pas de nous, avec lequel on va travailler en tant que médecin. Donc si j'entends bien, si on constate entre guillemets c'est davantage le fait de sentir des fatigues chroniques qui fait qu'on va se présenter chez quelqu'un qui va nous renseigner sur les déséquilibres qu'il peut observer, mais comment est-ce qu'il observe ces déséquilibres? Parce que le patient, le 100% de capital quand on est, on ne prend pas de décision de voir ou de constater qu'il y a quelque chose de potentiellement défaillant, mais il arrive à un moment de la vie où on peut se référer à certains systèmes et qui peuvent nous aider peut-être à apporter un regard neuf sur des déséquilibres qu'on peut observer en soi-même. Mais quels sont ces moments-là qui vont pousser les uns et les autres peut-être à se tourner vers ce côté-là? De mon expérience, encore une fois, c'est-à-dire tu me demandes pour quelles raisons un peu les patients arrivent et quels sont les déclencheurs. Oui. Souvent la douleur. Moi je pense numéro 1 c'est la douleur. C'est l'incapacité que la douleur entraîne pour aller au travail, pour vivre, tout simplement. Et après, secondairement, il y a beaucoup, de plus en plus, comme vous en parlez, de ces fatigues chroniques. De ces fatigues chroniques. Où les gens arrivent et me disent, ça fait 6 mois, je ne sais pas comment réveiller de cette fatigue. Oui. Et ça peut arriver à des gens de 24 ans, comme à des gens de 40 ans, c'est assez dingue. Ah, mais j'ai entendu des gens de 20 ans dire que des personnes de 60 ans paraissaient plus vivantes et paraissaient avoir plus de vitalité qu'eux-mêmes. Monsieur Bad, moi je le constate parce que nous avons des principes diagnostiques pour écouter ces énergies-là. Donc c'est des diagnostics ancestraux, on nous les enseigne par transmission. C'est la prise des pouls au niveau de l'artère radiale, mais dans cette prise de pouls, on a accès à différents systèmes qu'on appelle des méridiens. L'observation d'un visage, de la langue, des yeux, de la coloration, de la forme,
va nous donner encore une fois des informations. Et comme le disait Myriam tout à l'heure, l'observation de l'individu sur ses deux pieds debout ou allongé va nous donner encore des informations. On essaie de faire corroborer ça avec notre palpation et d'essayer d'indiquer à notre patient, tiens, ta fatigue chronique, elle a plutôt une étiologie de ce type-là, un manque de repos ou alors pas assez de temps à se mettre en mouvement, à être avec la nature, etc. Oui, il y a le chapitre des réponses, on va y venir, il y a le chapitre des diagnostics et on l'a ouvert. Il y a d'autres informations, elles sont d'ordre musical. Parce que oui, effectivement, les ondes sont des informations. Nous allons en profiter quelques instants, on va se retrouver pour la suite de notre émission, et fort heureusement, elle se poursuit jusqu'à midi. Et bien entendu, si vous avez des avis ou des réflexions à partager avec nous ce matin, n'hésitez pas à les faire entendre, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Et nous, on prend la suite de notre émission des experts ce matin avec nos deux invités ici présents. Nous sommes avec Myriam Flou qui est DG de Compétences Plus et Business Coach. Nous sommes avec Hakam Bouzidi qui est ostéopathe et qui est diplômé en médecine chinoise. Et je voudrais qu'on reprenne le fil conducteur dans notre émission spécifiquement sur cette notion de méridien qui revient énormément quand on parle de médecine chinoise. Cette notion de méridien, qu'est-ce que ça veut dire ? S'il fallait l'expliciter à quelqu'un qui, entre guillemets, disons, est parfaitement éloigné de ces notions et même de ces disciplines. On va le faire simple parce qu'il y a plus on rentre dans la compréhension de ces systèmes, plus on se complique aussi. Mais on va les regarder comme des structures canalaires, des canaux. On pourrait imaginer de l'eau à la place de ce que les Chinois appellent le qi. Le qi ou le ki en japonais pourrait être traduit comme énergie vitale, mais ça reste encore une traduction. Et cette énergie vitale qui provient de l'environnement, extérieur comme intérieur, va circuler dans ces différents canaux. Il y a 12 méridiens. Ils sont pairs, ils sont bilatéraux, et ces méridiens sont des lieux de circulation de ces systèmes énergétiques, sont des lieux de circulation autoroutière. C'est des grosses voies de circulation. On a encore, à part ces méridiens, des méridiens qu'on appelle divergents ou des méridiens de liaison. On a toute une autre cartographie. Mais on va cartographier le corps avec des axes plutôt fluviales, parce que c'est pas des axes linéaires. Et ils vont relier à chaque fois la périphérie des membres, les pieds et les mains, à un organe ou à un viscère. Et donc on va reconnaître si méridien yin et si méridien yang. Ces méridiens permettent de relier l'environnement externe à l'environnement interne qui est représenté par les organes. Alors ce sont des routes d'énergie vitale. Ce sont des routes d'énergie vitale qui sont autonomes, qui sont involontaires, qu'on ne peut pas enlever ni par une ablation d'un organe ou ni par une chirurgie, puisqu'il n'est pas sur le plan matériel, mais sur un plan immatériel de construction. Donc la médecine traditionnelle nous parle de deux aspects. Quand on part de ce point unitaire de la genèse, on a deux aspects qui en suivent, yin-yang chez eux, et ces fameux yin-yang sont très développés aussi en médecine chinoise, et on est obligé d'en parler. Un principe terre, un principe ciel, ou un principe matière et un principe céleste ou un principe immatériel. Oui, le corps et l'esprit. Le corps et l'esprit. Le corps et l'esprit. Et par contre, il y a toujours, et c'est ça qui est beau dans la médecine traditionnelle chinoise, que moi j'apprécie dans ce Tao, c'est qu'entre le corps et l'esprit, il y a bien évidemment, entre ces deux polarités, il y a un centre. Et ce centre-là se place dans l'âme. Et c'est la troisième notion, c'est l'âme, le cœur, entre l'esprit, la tête et le corps, on va l'appeler, allez, on va le symboliser au niveau du bassin. Et l'âme est un lieu intégratif, un lieu du vivant pur, là où vit, on va l'appeler comme ça le mystère, mais là où vit le principe vital par excellence. Oui. Et quand on fait un diagnostic, alors si j'entends bien, bon, on va observer cette cartographie, mais comment on peut l'observer ? Comment on peut faire le diagnostic ? Comment on peut voir que certains canaux sont potentiellement obstrués, ou sont potentiellement encombrés, ou sont potentiellement sursollicités ? Oui, très bien, monsieur Bat. Bonne question, tu ferais un bon élève. On devrait créer une petite école. C'est Bat, regarde. Alors on a des points d'entrée et des points de sortie, par exemple, dans un méridien. Alors, si je mets mon doigt sur le point d'entrée, je devrais ressentir sur le point de sortie l'influence de la pression d'un doigt, d'un point de vue très subtil. Je devrais apprendre à ressentir, c'est tout le parcours de l'initiation aussi à ces médecines qui demandent du temps et qui demandent de la transmission par distanciel. Ce n'est, je pense, impossible. Et donc, je vais apprendre à sentir sur le plan immatériel.
comme ce que j'ai appris à faire avec la voix, avec le son, avec les pensées, avec tous ces principes immatériels. Je vais apprendre à utiliser le principe immatériel dans mes doigts. Et je vais apprendre à sentir cela et me dire exactement ce que tu dis. C'est pas si compliqué. Est-ce qu'il y a un plein? Est-ce qu'il y a un vide? Est-ce qu'il y a une stagnation, un blocage dans un méridien? Et notre travail, c'est que ça. D'accord. On éduque une sensibilité. On est obligé. D'accord. Autrement, des fois, ça peut être même une limite à notre apprentissage. Ah oui. On peut arriver à un point où, parce que je ne le sens pas, je ne suis plus capable de faire un diagnostic. Je ne suis pas capable. Et ce métier n'est pas pour moi. Si j'ai des blocages de perception, bien évidemment, ça passe par la perception et ça devient quelque chose de personnel. Hein. De personnel. C'est vrai que, quand on observe l'œil, certains ont des myopies, certains ont, à l'inverse, différents types de pathologies. Alors, Maryam Hello, est-ce que ça résonne? Parce que dans ton couloir, entre guillemets, le corps parle, mais il parle différemment. Alors, ça résonne ça dépend si on prend le verbe raisonner avec R-A-I ou si on prend le verbe raisonner avec R-E accent. Mais ça résonne sur les deux niveaux parce qu'en écoutant Hakim, dont la voix, la sagesse et même la connaissance du corps humain est extrêmement inspirante, extrêmement détaillée, corps humain et corps énergétique avec l'apport de la médecine chinoise, dans mon intime conviction, tous les espaces sont liés. Tous les environnements sont liés. Il ne peut pas se passer quelque chose sur le plan corporel qui soit déséquilibré, qui n'affecte pas l'esprit d'un autre déséquilibre. On le voit bien quand on a des tensions lombaires ou des tensions articulaires ou des inflammations, un problème à la gorge ou que sais-je. C'est pas pour faire référence à ma sinusite de la semaine précédente, loin de là. Mais quand j'ai réécouté l'émission sur le podcast et sur YouTube, j'ai remarqué que ma voix sifflait. Et donc l'impact de ma voix et l'impact de de mon raisonnement n'était pas le même. Pourquoi? Parce que affaibli par ma distraction, et ma distraction était due au déséquilibre corporel transitoire, alhamdoulilah, que je vivais, mais qui affectait par là même la fluidité de mon raisonnement et donc la fluidité de ma communication et de ma présence. Et là où je remercie Hakim aussi, c'est l'utilisation des très fortes métaphores et symboles pour vulgariser aussi une science qui est millénaire, qui est extrêmement profonde, et pour transmettre l'information avec clarté. Et cette symbolique-là est extrêmement puissante quand il parle du système solaire et des planètes, et de cette notion de vide apparent. Mais vide, peut-être, c'est juste une illusion, parce que ce n'est pas vide. Le vide n'est pas vide dans notre corps, de la même manière que la matière, on est des corps constitués de plusieurs composantes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est cette notion de perméabilité qui existe entre le corps et l'esprit. Oui. C'est que tout ce qui influence l'esprit potentiellement, et c'est pour ça qu'on dit éloignez-vous des gens toxiques au possible, entourez-vous de plantes vertes au possible. Le corps résonne, oui. Nourrissez vos yeux avec un horizon élargi, avec pas d'obstruction à la vision, à la clarté de vos yeux, parce que l'absence d'obstruction, et il y a eu des études qui ont été menées sur les constructions en HLM pendant plusieurs années dans certaines cités, etc. L'obstruction des yeux va peut-être rendre les idées plus étroites, ou va rendre les idées moins créatives, ou va rendre le cerveau moins actif et du coup moins innovant. Et bien au contraire, et c'est toute la révolution du mouvement, à la fois dans l'éducation des enfants, mais aussi dans les entreprises qui sont dites raisonnables et raisonnées, des entreprises intelligentes qui aujourd'hui, vont enlever les chaises au maximum pour faire des réunions debout, pour enlever ce côté statique, pour installer des pédalos dans l'entreprise, pour installer, tu sais, les espèces de balles de yoga, les ballons de yoga énormes, pour encourager une assise plus ergonomique pour le corps humain. Et par là même, ils augmentent quoi? Ils augmentent la présence des gens à leur corps. Et tu sais, moi, toutes les initiations auxquelles j'ai participé, je suis très heureuse que Hakim soit là ce matin, parce que ces sensibilisations-là qui ont eu lieu dans des forums collectifs ou individuels ont amené les gens à réaliser que rester assis plusieurs heures par jour était contre-productif pour eux-mêmes en tant qu'individus, parce qu'ils tombaient malades ou ils rendaient leur corps prédisposé à plus de maladies. Le côté statique ramène une espèce de... Tu sais, si je prends la métaphore, tu sais, d'Ekshiti...
c'est comme l'eau statique, entre guillemets. Stagnante, oui. L'eau stagnante pourrit. Et de la même manière, nos corps, malheureusement, si on n'entraîne pas un mouvement régulier de nos corps, nos idées mêmes vont pourrir. C'est pour ça que je parlais de perméabilité, parce que ce mouvement qui est induit par le corps, provoqué ou pas, etc., peut induire un mouvement dans les idées et l'un influence l'autre d'une manière très belle. Oui, mais quand on est, disons, coach ou business coach, ce ne sont pas les déséquilibres qui parlent. Tout peut être interprété dans un sens. Si on s'intéresse par exemple à la communication, on observe les corps, tu nous disais. Donc les corps parlent, mais ils ne nous renseignent pas nécessairement que sur l'aspect de la vitalité d'une personne, mais sur ses intentions, sur sa volonté. Bien sûr, sur ses émotions, sur le fait qu'elle soit à l'aise ou pas, le fait qu'elle se sente en confiance ou pas, le fait qu'elle se sente en danger ou pas. Les corps parlent énormément. Alors moi, avec mon filtre d'analyse ou mes filtres d'analyse qui sont complémentaires à ceux de Hakim, je ne touche pas les corps, bien que dans une pratique en PNL qu'on appelle l'ancrage, on demande la permission pour toucher un corps, pour désactiver certaines encres, pour activer des encres positives. C'est rare où on touche les corps en coaching et en psychologie. Hakim, je le sais parce que je suis aussi une de ses patientes, il a cette lecture du corps qui est induite par le toucher. Nous, c'est vraiment par une observation, on va dire pure, à travers les deux sens qu'on a les plus majeurs, qui sont l'auditif et les yeux. L'auditif parce que le choix des mots qui sont faits par les gens ne sont jamais dus au hasard, ils sont le reflet de leurs pensées et de leurs émotions. Et de la même manière, les yeux, justement, le corps en mouvement ou le corps statique, avec à droite ou complètement enfoncé dans sa chaise ou complètement avachi sur sa chaise, nous donne beaucoup d'informations sur l'ennui, le désintérêt, l'indifférence, au contraire, l'intérêt, la motivation de certaines personnes à être dans une discussion, dans une négociation, dans une communication. Non, c'est clair. C'est nous, en tant qu'être humain, moi je trouve ça génial et c'est pour ça que là aussi je suis très contente. En tant qu'être humain, on ne doit pas se dire la connaissance elle est ici ou la connaissance est là. La connaissance est partout, mais il faut ouvrir le champ pour et se dire que l'un influence l'autre, comme il a si bien dit, on agit sur le foie, mais indirectement sur d'autres organes. D'ailleurs, pour reprendre un terme qui va aussi, disons, être dans ce sillon-là, quand on dit on se ressource, quand certaines personnes se baladent ou sont en face de la mer, se baladent en forêt, et quand elles reviennent, elles ont l'impression d'être ressourcées. Le terme et le mot est tout sauf innocent. On se ressource. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on sent un surplus de vie en soi. Et effectivement, Marim Hello, la musique aussi y concourt. 10h47. C'est l'essence. Ça met les choses en harmonie. Tout à fait. 10h47, on va profiter de cette respiration musicale et on reprendra la suite de notre émission des experts ce matin. Si vous avez des avis ou des témoignages à faire entendre, n'hésitez pas. Nous resterons au standard au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes ce matin avec Marim Nehlou et Hakim Bouzidi et nous évoquons les différentes résonances qui existent entre le corps et l'esprit. Alors, je reviens quelques instants sur cette notion de méridien et sur cette notion de diagnostic. On verra quelles sont les réponses possibles. Sur les méridiens, il y a une sensibilité qu'il s'agit d'avoir ou d'essayer d'observer si effectivement on a, quand on est sur un chemin d'initiation, la possibilité d'avoir la capacité de sentir, et donc c'est quelque chose de nécessaire, si j'entends bien, pour faire un diagnostic sur la vitalité d'une personne. Cela dit, qu'est-ce qui fait qu'on développe une forme d'intérêt pour ces choses-là? On débute en tant qu'ostéopathe, donc ce sont des connaissances d'ordre pratique mais théorique. Et qu'est-ce qui fait qu'un jour on se dit qu'il y a des résonances aussi avec d'autres connaissances, d'autres trésors de savoir, que sont en l'occurrence la médecine chinoise? Et ça, c'est une question singulière. Oui. Sur mon parcours. Oui. Moi, ce qui m'a invité à faire de l'ostéopathie, moi, après mon bac, parce que je ne connaissais pas l'ostéopathe, j'avais jamais fait de séance d'ostéopathie, mais je suis tombé sur un bouquin, un ouvrage. Ma sœur m'avait présenté un médecin qui s'était converti vers l'ostéopathie. Et j'ai lu ces ouvrages-là et ça m'avait intéressé pour me dire, tiens, je viens sur Terre, j'avais plein de questions
sur l'existence et sur l'univers. Et je me suis dit, ça peut être intéressant d'apprendre à lire l'univers au travers de mes doigts et de le sentir au travers d'un corps, puisque de toute façon, que je pose mes mains sur un arbre, sur un caillou ou sur un corps, c'est toujours la même chose que je cherche. C'est lui, c'est cet esprit qui nous donne la vie et qui nous fait vibrer. Et je suis rentré comme ça, sauf que l'ostéopathie, au bout d'un moment, c'est tellement légiféré, d'une certaine manière occidentalisé, c'est-à-dire qu'elle a perdu sa part spirituelle, sa part sacrée, que moi, mes questionnements, j'ai trouvé réponse et j'ai trouvé des ouvertures tellement incroyables que je continue d'explorer au travers de cette médecine traditionnelle chinoise. Ça aurait pu être une autre médecine, cependant, je pratiquais déjà le tai chi et le qigong. Ah oui. Et j'ai été invité à... Ah, donc il y avait déjà, entre guillemets... J'avais déjà une oui. pratique, pardon, Sebad. Et par contre, mon guide dans le tai chi chuan et le qigong m'a toujours proposé de ne jamais approcher la théorie de ce système chinois pour rester dans la pure sensibilité de sentir l'énergie dans ses méridiens. Parce que la question, c'est comment ces ancêtres ont décrypté ces différentes routes. Et ça, je pense que on en parlait tout à l'heure, radio off, je crois, mais on en a parlé aussi, c'est comment retrouver mon équilibre. Je vais me balader dans la nature et tout d'un coup, tiens, je sens tout à l'heure, je t'ai entendu parler de surplus d'énergie. Oui. Moi, j'ai l'impression que c'est juste une énergie qui est en plus d'équilibre. Qui sont l'océan, qui est le ciel, qui est le nuage, qui est l'arbre, sont des créatures qui ont gardé une intégrité de fonctionnement, d'esprit, d'âme et de corps. Et du coup, comme le disait Myriam, quand je côtoie ces êtres intègres, ils vont faire résonner en moi mon intégrité et me faire fonctionner dans mon état d'équilibre seulement, pas plus. Pas moins. Et c'est juste, je pense qu'on est très loin de notre fonctionnalité en état d'équilibre qui nous permettrait de voir beaucoup de choses qu'on ne voit plus, d'entendre beaucoup de choses qu'on n'entend plus, de sentir beaucoup de choses qu'on ne sent plus. Et je crois que là, l'esprit a une grande part de responsabilité dans notre perturbation, dans notre lacune, à sentir les choses, à entendre les choses, parce que notre esprit pense tout savoir et de plus en plus. Et donc, il limite les choses. Il amène une forme de rigidité. Le mental, il jacasse quelquefois. Il empêche même certaines personnes de dormir. Mais bien entendu, tous ceux qui se plaignent d'insomnie, souvent, effectivement, quand elles ferment les yeux, ça commence effectivement à se faire entendre, et parfois bruyamment, mais pas dans le sens des directions qu'on décide, mais indépendamment de sa volonté. Alors, sur le diagnostic, alors il y a une sensation, mais comment quelqu'un qui est étranger à cet univers-là, comment on peut lui transmettre le diagnostic? Parce qu'il y a des méridiens, il y a des voies, et au fond, il y a un diagnostic, on va essayer de toucher certaines zones, voir, entre guillemets, l'état de ces routes énergétiques, mais qu'est-ce qu'on dit aux patients ou quelqu'un qui souhaite simplement faire le diagnostic ou être dans la prévention? Hakim Bouzidi. Qu'est-ce qu'on lui dit? Comment on lui transmet la connaissance? Non, comment on peut faire état de ce diagnostic par des mots? Parce que quelqu'un qui n'est pas initié effectivement à cet univers-là, il peut être extrêmement interrogatif par rapport à ce qu'on essaie de lui communiquer comme information. Et je pense qu'il faut être très précis et faire attention à ce qu'on dit, parce que, attention, dans la médecine traditionnelle chinoise, par exemple, mon diagnostic est un diagnostic énergétique dans le cadre de la médecine traditionnelle chinoise. Si j'ai un déséquilibre de, par exemple, on va dire un foie qui est en stagnation chez un patient, comment je vais lui en parler? Je vais lui dire, tiens, il y a un état pseudo dans la médecine chinoise, dans la médecine traditionnelle, il y a un état déséquilibré de ton foie, il n'y a pas assez de mouvement de ton foie et la circulation de son sang est perturbée. On va devoir donner des plantes ou faire des pratiques pour mobiliser le sang au niveau hépatique. La raison de mon patient va me dire, mais comment ça? Je vais lui dire, regardez, on va même mettre les mains sur la zone hépatique et on va observer juste la dureté. Vous allez la sentir avec moi. Je vais la comparer à l'espace à côté et on va sentir un petit peu les résistances. S'il ne le sent pas, il va devoir me faire confiance, mais moi je vais lui donner aussi des symptômes liés à ce que je ressens. Et je vais lui dire, est-ce que vous avez des
des crampes, est-ce que vous avez des douleurs digestives après le repas, etc. Et je vais l'amener à corroborer avec moi dans ce diagnostic. À recouper. Si le recoupement ne se fait pas, mon diagnostic est probablement aussi peut-être erroné. Donc j'ai plein de recoupements. J'ai des recoupements par visionner la langue, visionner les yeux pour celui qui ne sait pas très bien sentir. Je peux utiliser ma main tout entière pour aller sentir. Est-ce que dans le méridien du rein qui est de l'eau, est-ce que la sensation est aqueuse ou la sensation est plutôt dure comme de la pierre? Il y a plusieurs façons d'approcher. Et puis de mon point de vue, il y a l'exploration aussi en tant qu'ostéopathe de cette colonne vertébrale qui va me donner plein d'informations. Je recoupe et après je vais en parler avec des mots simples en disant ta fatigue là par exemple, tu vois, tu donnes à manger à ton système comme tu mets de l'essence dans ta voiture. Ça marche et ton système fabrique ton énergie, ça marche. Tes roues, il n'y a pas de symptomatologie, tes roues devraient tourner, pourtant elles ne tournent pas, avec un moteur qui tourne. Tiens, ton diagnostic ici se place sur un système de distribution. Ton moteur tourne, mais il ne distribue pas l'énergie au niveau des utilisateurs, au niveau des roues. Et on va travailler sur une distribution. Ou alors, vous savez quoi, là, c'est le problème de la fabrication de l'énergie. Vous ne savez plus fabriquer bien l'énergie. On va penser aux aliments, mais on va penser aussi à l'intégrité d'un estomac, d'un intestin, d'une rate, etc. Nous, ce qu'on va distribuer, c'est la parole. Parce que je vois mon papa qui se joint à nous. On va lui donner la parole et on va se retrouver après le flash d'information qui nous est présenté, vous le savez, en langue arabe. Et on se retrouve pour notre deuxième heure d'émission. Si vous avez des avis ou des questions, n'hésitez pas à nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons notre émission, chers auditeurs, avec nos deux invités ici présents. Nous sommes avec Hakim Bouzidi, nous sommes aussi avec Meriem Lhelou. Et le corps, nous parlons des liens, des passerelles qui existent entre le corps et l'esprit. Le corps, il est soit statique, soit en mouvement. Et nous avons des humeurs et nous avons des façons de penser et parfois même des déséquilibres qui apparaissent en tant que maladie d'une certaine façon lorsque le déséquilibre est persistant. Mais tu voulais, Meriem Lhelou, évoquer, entre guillemets, les défauts du fait de rester excessivement statique, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'excès de sédentarité qu'on observe dans nos modes de vie quotidiens, Meriem Lhelou. Effectivement, parce que là aussi, le titre de l'émission, c'est les liens entre le corps, l'esprit et l'environnement. Oui. Et donc, ce titre qui est quand même assez large, on aborde différentes notions, etc. Moi, il y a un phénomène de société qui me parle, mais pas que. C'est dans le monde où on observe les excès de la sédentarité, leur impact sur le burn-out, la dépression, l'anxiété, etc. Et il y avait cette fameuse étude d'Alexandre Dana, je me permets d'en parler, parce qu'il a fait une enquête auprès des entrepreneurs français du coup, mais il a fait son enquête en France qui montrait que justement que des fois les systèmes managériaux ou la façon dont on gérait nos projets et nos business allait à l'encontre justement de notre nature profonde qui était en mouvement, et il a fait cette enquête-là pour montrer justement les dangers de la sédentarité. Des fois, tu sais, de manière traditionnelle, les gens disaient que plus on était sédentaire, plus on pouvait prendre du poids, et donc les gens le liaient à cette image, à cette obésité, au risque d'obésité, au risque de prise de poids, de diabète de type 2. On a une perception négative de cela. Mais instinctivement, on a cette perception négative, effectivement, de quelqu'un qui ne bouge pas, qui est immobile et qui va prendre le risque d'être en surpoids. Et collectivement, on dévalorise ou on juge négativement ces symptômes-là, Meriem Lhelou. Et en fait, heureusement qu'il y a des gens qui nous secouent. C'est pour ça recourir à des tiers aussi est important, et en parler dans des émissions aussi de grand public sont importants, parce que des fois on se rend pas compte qu'on est devenu affalé sur nos chaises, qu'on n'a pas quitté notre PC des yeux depuis 2-3 heures, qu'on a enchaîné des réunions. Tu sais qu'il y avait, il a cité, ça c'est Alexandre Dana qui le cite, mais ça va parler à beaucoup de gens et ça m'est arrivé personnellement. Il y a des grandes réunions, des grandes messes qui sont faites régulièrement par les entreprises. On réunit des commerciaux en comité ou des comités de direction, etc. Et des fois, les sujets sont tellement importants et sont tellement prenants que les gens ne quittent pas leur chaise pendant 2 heures, 3 heures d'affilée. Et c'est sur ce côté-là d'affilée, moi, qui m'intéresse et qui m'interpelle, parce qu'il a parlé justement de quelqu'un qui, pendant 3 jours d'affilée, ils avaient fait des réunions et des négociations très, très longues. Et figurez-vous que ce monsieur-là s'était plaint d'un problème au mollet et à sa jambe,
qu'il n'arrivait plus à marcher. En fait, il avait peur d'un AVC ou d'autre chose. Et en fait, il a couru chez le médecin au bout du 3e jour et ce médecin-là lui avait dit que le sang coagulait mal. Et en fait, il a remis en question, alors c'est peut-être pas les 3 jours statiques à rester dans des réunions, etc. C'est peut-être cette hygiène de vie qui pendant des mois, des années n'était pas bonne, mais résultat des courses, c'est quoi? C'est que des fois, on peut être l'ennemi de nous-mêmes s'il n'y a pas cette alarme du corps qui s'est déclenchée à un moment donné, à travers des tremblements, une douleur, une fatigue. On n'arrive plus, on a perdu cette niaque. Il y a cette envie. C'est pour ça que je parlais de la notion de perméabilité et de l'importance pour se défatiguer. Moi, j'adore ce concept de défatigabilité, pour se défatiguer, de se mettre en mouvement. Parce que la boucle vicieuse, c'est quoi? C'est qu'on est assis, c'est qu'on regarde le PC, c'est quand on se repose, on check nos réseaux sociaux. C'est pour ça que je dis le capitalisme de la chaise qui capture notre temps d'attention. C'est qu'en fait, tout est fait. Je dis bien, et je mesure mes mots. Et ça, c'est des gens qui sont très bien payés pour le faire. Tout est fait pour nous maintenir dans un état de non-mouvement. Et que clairement, se mettre en mouvement, c'est pour ça que j'ai parlé d'acte de rébellion, se mettre en mouvement, c'est reprendre le contrôle sur son attention et du coup reprendre le contrôle sur sa vie, être moins passif à consommer des images, des publicités, des informations en continu, mais se mettre toutes les heures ou toutes les demi-heures dans un état de mouvement. Tu sais, ne serait-ce que aller à la machine à café et revenir, aller à la salle de bain et revenir, prendre un verre d'eau, revenir. On ne parle pas. Et pour les gens qui sont en télétravail, aller préparer son déjeuner et revenir dans son poste de travail, aller jardiner pour ceux qui sont à la campagne, installer des barres de traction dans vos bureaux. Il n'y a pas de plus grand investissement. Moi, je vois des entreprises qui se sont beaucoup investies dans le bien-être de leurs salariés, mais des mesures simples comme installer des barres de traction pour encourager les uns et les autres à aller s'étirer, à se mettre en mouvement, à aller se challenger, ça permettra aux gens de revenir plus frais et éviter que les gens, justement, comme ce salarié-là, partent chez le médecin et découvrir qu'il avait des problèmes de coagulation du sang, etc. Dans l'entreprise, on met même des tables de tennis de table, pour le coup, parce que ça vivifie. C'est très bien, ça vivifie le corps. Ce qui vivifie le corps vivifie l'esprit. Oui. Et c'est pour ça que là aussi, ces notions-là, plus ce corps-là est fatigué, plus vos idées seront fatiguées et plus vous aurez tendance à se dire « Oh, je suis trop fatigué, je ne vais pas aller courir, je ne vais pas aller marcher. » Et comme nous sommes des êtres bipèdes, rappelons-nous de ça, la marche est sans doute l'activité physique la plus complète et la plus... Pourquoi est la plus complète? Parce que ceux qui vont aller cibler certains muscles, des fessiers ou des abdos et des biceps, aller cibler des muscles sans en cibler d'autres. On a attiré l'attention de la régie. Qu'est-ce que ça induit? Ça induit une non-harmonie, un non-équilibre dans tout le corps. Or, la marche et la natation sont bien les 2 sports les plus comblés qui permettent de solliciter l'ensemble des muscles. Et pour qu'un corps soit en bonne vie et en bon équilibre et en harmonie, il faut que l'ensemble des muscles soient sollicités, bien évidemment. Ça, dans Marc Aurèle, il y avait l'exemple du médecin lorsqu'une personne perdait l'envie de vivre, elle était dépressive, etc. Les médecins de l'Antiquité lui prescrivaient de la marche quotidienne, du galop, ou tout simplement se promener à cheval. Et c'était les remèdes qu'on prescrivait. La marche à pied, pieds nus. Alors la marche à pied, idéalement pieds nus, idéalement sur le sable, idéalement sur le sol, sur la terre, parce que nous avons des capteurs et probablement que Hakim va parler des capteurs encore mieux que moi, des capteurs qui existent au niveau de notre voûte plantaire et qui vont nous nourrir et nous ressourcer et sur le plan psychique nous apporter un sentiment d'ancrage, de présence et de stabilité qui nous manque énormément et qui nous fait défaut énormément. Nous sommes hyper sollicités. On a l'impression d'être en mouvement quand on scrolle notre écran, mais en fait, nous sommes en non-mouvement. Nous sommes vraiment en absorption de beaucoup de choses qui ne sont pas forcément positives pour nous. Mais là aussi, où le mouvement est intéressant, c'est qu'on ouvre ses yeux sur son environnement, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des arbres, qu'il y a des plantes, qu'il y a des gens, qu'il y a des choses. Et ça, c'est que la marche et la sortie, on va dire, d'un 6 mètres carrés, d'un 9 mètres carrés, d'un bureau fermé où on est ou d'un open space où on est, on peut se rendre compte de la beauté de notre environnement et on peut du coup cultiver notre attention. Et l'attention est nécessaire pour bien faire son travail. Ah, l'attention est nécessaire, oui, pour être plus présent à soi-même. Oui. Je vais rebondir avec vous, s'il te plaît, Bad. Oui. Et
je vais continuer à aller dans le sens de Myriam et aller vers la vertu de l'esprit. L'esprit a une vertu de pouvoir ramener là où je suis une mobilité par l'esprit. Ça veut dire que moi, j'encourage chacun, que tu travailles à la banque, que tu travailles assis sur une chaise ou debout. Presque intéressant de travailler sur une chaise d'un point de vue de l'esprit, parce que je peux, si j'ai l'habitude de faire mon travail, développer une double attention. Je peux très bien être ici à parler, être à l'écoute de Myriam, de M. Badr, et en même temps, j'écoute comment moi je respire et comment ça fonctionne en moi. Je garde toujours une attention sur moi et je respire en moi tout en écoutant, tout en parlant. Ça me donne différentes qualités. Simplement, déjà, je trouve, la belle qualité, c'est de savoir dire à mon esprit qu'il peut être dedans et dehors. Qu'un paradoxe est capable d'être unifié en un temps. Et cela me permet, moi, de me dire que la sédentarité, je crois, à travers ces médecines traditionnelles, le grand impact qu'elle a, c'est sur la vasomotion ou sur la mobilité des fluides, du sang artériel, veineux, plus veineux qu'artériel, et lymphatique, et de toute la mobilité de ce système nourricier de mon système cellulaire. Cependant, il y a toujours des solutions. Je reste assis sans bouger dans une petite boîte de 2 mètres carrés. Il me suffit d'être conscient de ma ventilation, d'être présent à ma respiration pour entraîner le mouvement majeur qui va entraîner une jolie circulation du sang. Et du coup, même sur place, il me faut une barre ou il me faut un process pour me mettre en mouvement. Il y a un mouvement interne que je peux dynamiser à chaque instant par la respiration et de plus, mais il me faut un esprit qui puisse amener l'attention dans mon corps. Et c'est un très bel exercice, mais mon esprit peut aussi ramener l'horizon de l'océan en fermant les yeux. Et mon esprit peut ramener l'odeur ou la présence d'un animal qui va me donner du soutien, etc. Pour moi, ça, c'est la qualité de l'esprit qui peut tout modeler et tout ramener n'importe où. Oui. Et là où c'est intéressant, c'est que des fois en yoga, justement, dans des positions statiques méditatives, l'instructeur ou l'instructrice de yoga nous dit de serrer notre périnée, d'être en mode gainage. Pourquoi en mode gainage ? Parce qu'on peut avoir l'impression d'être statique, et c'est là où il a raison. Mais n'empêche que ces petits gadgets ou ces outils sont des rappels à l'ordre. Sont des rappels à l'ordre parce que nous ne sommes pas faits de la même manière. Il y en a qui ont en eux cette envie d'être toujours dans l'action et dans le mouvement. Il y en a que c'est devenu pas intuitif, parce que intuitivement nous sommes des êtres qualifiés et même surqualifiés pour être dans l'endurance. Tu sais qu'il y a des études fascinantes qui ont montré que sur des sprints, on n'est peut-être pas les plus rapides, que sur des sprints, mais sur la longue durée, oui. Les chats et les quadrupèdes et les guépards et les chevaux pouvaient nous dépasser, mais sur la longue durée, l'être humain fait des meilleurs résultats que justement des quadrupèdes. C'est pour ça qu'avant l'invention de l'automobile, on a été un peu partout sur la planète. Et tu sais que historiquement, on marchait 15 km par jour, ou plus. Les chasseurs-cueilleurs marchaient énormément. Donc nous avons ça dans nos gènes. Il faut le retravailler et le réactiver. Ce qui réactive aussi le mouvement, c'est quelquefois les ondes ou les respirations musicales. Et c'est vrai qu'en conduisant, une bonne musique, ça dynamise. Et parfois, ça donne du baume au cœur. 11h18, on va en profiter de la respiration musicale et on se retrouve pour la suite de notre émission des experts qui se poursuit jusqu'à midi. Et nous sommes avec nos invités que je présente très rapidement. Nous sommes avec Hakim Bouzidi qui est ostéopathe et qui est diplômé en médecine chinoise. Nous sommes avec Myriam Hello qui est DG de Compétences Plus et qui est business coach. Alors sur la sédentarité, tu nous disais les dangers, mais quand on a souvent en face de soi un patient, il y a le chapitre des réponses qu'on peut lui apporter. Alors il y a des techniques d'ancrage, si j'entends bien, en PNL. Il y a aussi des conseils, parce que la médecine chinoise c'est une médecine de prévention. Et sur ce chapitre-là, je voudrais avoir aussi chacun dans votre couloir, quelles sont les réponses possibles aux mots les plus récurrents qu'on observe dans notre mode de vie. Myriam Hello. Écoute, d'abord sur le plan individuel, ne pas se culpabiliser, parce qu'on discutait effectivement en off avec Hakim. Certaines entreprises sont moins conscientes que d'autres sont moins alertes. Il y a cette notion aussi dans notre pays de hchouma. Des fois, on est en open space, on n'ose pas. On n'ose pas faire 20 pompes. Tu sais, des fois. C'est qui cet Olibrus? Oui. On en parlait à la pause. Effectivement, il y a d'abord
s'émanciper du regard de l'autre et s'autoriser à faire ce qui est bien pour soi. À savoir que s'il n'y a pas ce matériel-là disponible dans votre entreprise, rien ne vous empêche, et on l'a fait avec Hakim, 20 ou 30 pompes pendant 5 à 10 minutes. Parce que ça relance la circulation sanguine, ça relance l'énergie et ça relance du coup nos capacités de concentration et on revient sur notre chaise avec le smile. Donc oui, pour vous ramener ces petites haltères si on le souhaite, ramener son ballon même si on le souhaite, si l'entreprise n'y pense pas, et ne pas culpabiliser aussi, ça c'est la première démarche moi, que j'autorise à l'être humain, c'est ne pas se dire oh, franchement, comme je le disais en début d'émission, mais pour ceux qui nous rattrapent, et je le répète pour ceux qui nous ont déjà écoutés, ne pas s'auto-flageller, ne pas s'auto-culpabiliser et se dire ouais mais non, pendant 30 ans j'ai rien fait et maintenant c'est trop tard pour moi et de toute façon c'est irréversible, j'ai maintenant un début d'arthrose ou j'ai maintenant un début d'autre chose. Le mieux est l'ennemi du bien. Oui, et j'aime beaucoup aussi les gens qui s'autorisent à démarrer quand même quel que soit leur âge et quelle que soit leur situation. Moi j'adore une excuse, j'adore une citation qui disait don't find excuses, find a way. Arrêtez de vous enfermer dans des excuses et des prétextes, mais trouvez un chemin pour arriver à la destination souhaitée. Et si aujourd'hui on fait cette sensibilisation autour de ça, c'est que bien évidemment, on a découvert aussi que notre cœur et notre cerveau pouvaient s'atrophier par le non-mouvement. Alors pour tous ces bien-pensants de notre société, pour toute cette aide bien faite, pour tous ceux qui ont envie de rester longtemps dans leur poste, voire d'arriver à des responsabilités plus grandes dans leur vie, il est vital déjà pour leur survie, d'arriver à bien entretenir, à bien muscler ce cœur et ce cerveau-là, parce que ça va les aider, bien évidemment, à bien performer dans leur travail. Il n'y a pas une seule technique à Badr, il y en a beaucoup, et c'est bien, il nous reste encore du temps pour les développer, mais c'est trouver véritablement aussi quelque chose qui est compatible avec notre nature. Il y en a chez qui, et je pense aux marathoniens, et je l'ai dit dans plusieurs émissions, ils vont trouver leur voie et leur libération dans les marathons. Mais tiens-toi bien, là aussi, ne faites pas 2 heures de marathon une fois par semaine. Si vous splittez ou vous fractionnez votre effort sur plusieurs moments de la semaine, les effets seront plus intéressants. Et surtout, si vous faites autant de sport et d'activités physiques, ne vous mettez pas dans une sédentarité à rester devant des jeux vidéo ou à jouer à FIFA pendant 2 heures ou 3 heures d'affilée. C'est comme si vous annuliez aussi les effets bénéfiques de votre activité physique. C'était le plaidoyer. C'était le message du jour. Mais pas l'habituel. C'est le plaidoyer en faveur de la course à pied. J'attends. Il est 11h27, mon cher ami. J'ai encore 3 minutes pour me rattraper. Mariam, moi, j'avais une histoire. On pratiquait le tai chi chuan souvent dans des jardins étudiants et on voyait souvent des marathoniens passer, des coureurs. Et je me rappelle encore de mon instructeur, le pauvre, il était ébahi, surpris. Il ne comprenait pas pourquoi des gens se mettaient dans un tel état de rougeur, de sudation, d'effort, avec des mimiques sur leur visage pas très joyeuses. Et il ne comprenait pas cette pratique. Il disait pourquoi ils font du mal à leur cœur. Je fais partie de cette école de pensée. Parce que dès que tu vois du rouge, les Chinois ils disent dès qu'on voit le rouge, c'est mauvais pour le cœur. Que ce soit la colère ou courir comme ça. Pour dire, il y a différents points de vue. Mariam, c'est pas pour te taquiner. Tu peux. Mais on peut ne pas être d'accord sur ça. C'est qu'il y a aussi dans ce modèle capitaliste toujours envie d'aller plus loin, plus fort, plus vite. Et cette endurance, cette course, ou même les courses encore plus poussées, sont très demandées. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui adorent ces mouvements-là. Ah oui, mais c'est la compétition, l'esprit de la compétition. Mais je vais te rajouter quelque chose. Évidemment que ça a du bon, mais il y a aussi courir à son rythme et améliorer son rythme pour courir en confort. Bien évidemment, il ne faut pas courir et arriver à bout de souffle. Là aussi, il faut réguler sa course pour justement muscler ce cœur-là, pour qu'il aille pomper du sang beaucoup plus facilement et à nous causer moins d'efforts et moins de pénibilité dans la course. Et nous, on va arriver en bout de course. L'endurance fondamentale. L'endurance fondamentale est importante. 11h29 minutes. Karim Brunet est avant l'heure ici présent pour nous présenter les actualités. On te cède la parole. Faire une petite séance de tai chi ensemble si vous voulez. Écoute, quand tu veux. Que de bonnes initiatives. On va t'écouter pour le flash. On va se retrouver pour la dernière demi-heure d'émission qu'on va reprendre après le flash d'information en langue française. Et durant cette dernière partie d'émission, nous sommes au chapitre des prescriptions. Parce que effectivement, il y a des récurrences lorsqu'on essaye de corriger, d'être plus attentif à soi, d'être plus attentif à ce qui se passe dans le corps, parce que rester dans une certaine posture, pour ne prendre que cet exemple-là, ça produit un certain effet sur son humeur, sur sa façon
façon de penser, sur ses pensées elles-mêmes. Alors, quand on a des personnes qui en arrivent au point de ressentir des douleurs, qui sont au chapitre d'essayer de trouver des solutions pour, entre guillemets, rééquilibrer, quelles sont les prescriptions? On a parlé de balades en forêt, mais au chapitre des préventions, que dit la médecine chinoise sur ce chapitre-là, Hakim Bouzidi? Alors, c'est toujours de la traduction de la médecine chinoise par Hakim Bouzidi, par moi-même. Mais l'idée, elle est de ne pas entretenir ou nourrir des tensions en moi. Au lieu de me tenir d'une manière inconfort et inconforme à la loi de la gravité toute la journée, c'est d'essayer de ne pas charger mon dos de mauvaises postures. Et encore une fois, de mauvaises postures, que ce soit par l'intermédiaire de faire rentrer des informations par mes yeux, mes oreilles, mes pensées et ma bouche. Moi, le premier mot d'ordre que je dis à un patient, par exemple, quelle que soit la pathologie, le premier sur le podium, c'est ton sommeil. Le deuxième sera l'alimentation et la respiration. Et le troisième, la mobilité. Mais la respiration déjà incorpore la mobilité. Ce que je vais proposer à un patient, c'est de ramener de la joie. Fais quelque chose comme on parlait avec Myriam. Va danser. Le soir, tu as beaucoup travaillé. Va faire de la danse, va chanter, va dans une chorale. Ventiler par le chant est une ventilation et une mobilisation du sang qui est infernale, qui est fantastique. Il y a tellement de choses. Va prier, tu aimes prier, prends ton chapelet. Daïm Allah. Et tu vas voir comment utiliser Tsabih est une façon de mobiliser ton esprit et d'engendrer un mouvement dans le sang et dans le corps qui est parfait. Par la prière, par un travail des émotions, par le chant, par la danse, par la musique, ou par directement le corps, comme on citait tout à l'heure, une activité telle la marche est parfaite, mais surtout, à chaque fois que je travaille, cherche ton confort. À chaque fois que je suis en travail avec une entreprise, je n'ai pas à donner mon corps à cette entreprise. Je donne une ressource énergétique de mes compétences à cette entreprise. Du coup, je ne dois pas corrompre mon état corporel. Mon état corporel, je dois prendre soin de lui, pas le laisser tomber et l'abandonner entre les mains de mon travail. Mon travail doit être une prière de cette manière-là. Je rentre dans un temple comme je rentre dans mon travail, dans la même posture, avec le respect de mon corps, qui va, comme le disait Myriam aussi, faciliter le bon fonctionnement de mon esprit, de ma concentration. C'est effectivement... c'est de l'hygiène de vie. C'est de l'hygiène de vie. C'est de l'hygiène de vie. Alors, Mélim Helou, est-ce qu'on est prescripteur quand on a en face de soi quelqu'un qui manifestement sollicite de l'aide? C'est pas comme une personne qui n'a rien demandé à qui que ce soit. Une personne qui va sentir un point de bascule où elle va sentir qu'elle a besoin de demander conseil ou d'avoir un regard neuf sur elle-même pour essayer de corriger ce qui lui semble être important de rectifier. Est-ce qu'on est prescripteur quand on est en séance individuelle, entre guillemets? Alors, tu le sais bien, moi, j'aime pas le terme de conseiller quand on fait du coaching. J'aime pas le terme de moralisateur. J'aime pas les gens qui donnent des réponses sans qu'on leur pose des questions. C'est très important. Et donc, il faut voir comment, dans quel état d'esprit la personne vient vers nous. Est-ce elle vient vers nous avec des questionnements, des solutions, justement, comme tu disais, une douleur, une envie de fuir quelque chose ou de lâcher prise sur quelque chose ou d'aller vers quelque chose. Et selon l'état d'esprit de la personne et la demande qu'elle fait. Parce que là aussi, une démarche ne peut être engageante pour une personne que si elle nous fait une demande. Si on répond à un besoin alors qu'il n'a pas été exprimé, alors qu'il n'est pas sorti, ça va passer. C'est une lettre morte de toute façon, c'est une bouteille dans l'océan. Donc c'est quand la personne fait sa demande ou pose sa question, c'est qu'elle ouvre grand les oreilles pour écouter peut-être des voix ou des chemins différents pour y arriver. Et là aussi, on s'abstient en tant que coach de donner une solution, parce qu'une solution n'existe pas de manière standard pour les 8 milliards d'individus qu'on est, pour les millions d'individus qu'on est. La danse qui, pour rebondir sur ce qu'a dit Hakim, ou la cuisine, ou le jardinage, ou le vélo d'appartement, ou le vrai vélo sur la route, sont des prescriptions différentes ou des voies différentes pour des individus qui ont des plaisirs différents, qui ont des expériences différentes. Et si je dis la respiration, que c'est la première médecine du corps et dans l'esprit et qu'il faut intégrer une respiration profonde dans tous ces mouvements, y compris dans le fait de parler en ce moment à la radio, intégrer une respiration profonde avec une profonde inspire, une profonde expire. Je sais que la respiration, on sait tous que la respiration active le système nerveux parasympathique qui me ramène plus de calme, plus d'ancrage et une meilleure
un meilleur état de relaxation. Et Hakim, on se le disait en off, plus on est contracté, moins on est efficace, moins on est dans l'accueil et peut-être moins on est dans l'écoute du corps. Et moi j'aime beaucoup aussi la régularité et l'adaptabilité de l'être humain. La régularité et l'adaptabilité justement se trouvent dans le fait que si j'ai pas pu faire ma marche quotidienne ou si j'ai pas pu aller à la salle de sport pour une raison quelconque, parce que j'ai un agenda trop chargé, là aussi on n'est pas dans la culpabilité, on est en train d'explorer des solutions qui peuvent s'adapter aux uns et aux autres. C'est ne pas hésiter par exemple, assis sur la chaise, à faire du yoga assis. Ça existe. Ça travaille aussi bien notre tonicité musculaire, ça travaille aussi bien nos étirements que ça travaille notre respiration. Comment ? Des fois, juste pour soulager le dos et les lombaires, c'est pencher la tête vers l'avant avec les bras ballants et rester quelques minutes. C'est, par exemple, sur un tapis de prière. Des fois, on ne ramène pas son tapis de yoga au travail, vous vous rendez compte. Des fois, après une prière, par exemple, si on a la mosquée en entreprise ou si on est chez soi, c'est rester 5 à 10 minutes supplémentaires après, le front contre le sol, dans une posture de l'enfant, dans le yoga, qui s'apparente à la posture de Sujud ad-Nafsla et qui est extrêmement bénéfique pour soulager le mental du poids des pensées qui ont pu être importantes pendant une matinée. Et justement, la symbolique dans ça, c'est quoi ? C'est, bien sûr, je peux faire la planche au bureau, j'ai pas besoin d'accessoires. La planche pendant quelques secondes, c'est un gainage et l'être humain a besoin de gainage là aussi. Autant il a besoin d'étirement et donc pour assouplir, pour amener de la souplesse et pour enlever la raideur de certaines articulations, de certains muscles, autant des fois il a besoin de gainer. Et cette alternance-là, c'est dans cette variabilité-là que les solutions se trouvent. Oui. C'est pas se concentrer sur les gainages ou se concentrer sur la respiration ou se concentrer sur le renforcement musculaire. Oui. C'est alterner ces mouvements-là. Hakim nous disait tout à l'heure que pour ce qui est de sortir ces routes d'énergie vitale, il s'agissait de mettre à l'épreuve sa sensibilité. Essayer de ne pas d'abord ingérer une somme de connaissances préalables et préserver entre guillemets une expérience vierge, c'est-à-dire on monte du bas vers le haut. Mais certains esprits ont besoin de l'inverse, oui. C'est-à-dire ils ont besoin de preuves ou de démonstrations ou d'études scientifiques sur un domaine pour essayer de descendre vers le corps. Et sur ce chemin-là, des liens qui existent entre le corps et l'esprit, la littérature scientifique est extrêmement riche, Madame Hello. Et j'adore ce que dit Hakim et je suis d'accord avec lui sur la grande partie sur ce qu'il a dit. Mais comme en mathématiques, il y a des raisonnements inductifs et des raisonnements déductifs, les êtres humains, on peut opérer le changement sur un être humain par la voie intellectuelle, par la voie de la pensée, de la connaissance, de la maîtrise des preuves, parce qu'il y a des êtres humains qui ont besoin de preuves pour envisager une expérience. Or, d'autres êtres humains ont besoin d'explorer pour se faire une idée eux-mêmes et ressentir les sensations liées à l'expérience et faire leur choix personnel à partir de l'expérience vécue. Donc certains vont aller peut-être en amont se dire est-ce que je suis d'accord plutôt avec cela ? Est-ce que j'ai la connaissance parfaite de ce sujet-là avant de me lancer dans cette aventure de yoga ou de marche à pied Et d'autres vont se dire chiche, essayons, regardons si je trouve du fun, du plaisir, de l'équilibre, de la tonicité, de la relaxation, etc. Et donc face à ces deux grandes catégories, on schématise, on peut être les deux aussi en même temps, comme il y a des introvertis et des extravertis, il y a des gens qui ont besoin de nourrir leur corps et leur esprit. Ça, c'est cette intelligence du thérapeute ou cette intelligence personnelle qu'on a, parce que je crois qu'on est très intelligent, mais il suffit qu'on se donne le temps des fois de réfléchir, de prendre du recul et se dire finalement qu'est-ce qui me convient le plus et qu'est-ce que je devrais changer pour apporter du bien-être dans ma vie quotidienne. 11h44 minutes, c'est la dernière respiration musicale qu'on va entendre et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission des experts. Et nous reprenons la dernière partie d'émission avec nos deux invités, Madame Mehlou, DG de Compétences Plus, business coach, et nous sommes avec Hakim Bouzidi, qui est ostéopathe et qui est diplômé en médecine chinoise. Alors, on y porte une attention très particulière à la posture, qui a des incidences sur le long terme. Sur le long terme. Sur le long terme. Et sur le court terme et l'instantané. Si j'écrase mon cœur avec une posture vers l'avant,
comprime mes poumons, c'est-à-dire que je ramène de la pression sur un espace pulmonaire, cardiaque, sur un espace hépatique, sur un espace viscéral. Et qu'est-ce que, encore une fois, la compression, elle endommage quoi? Elle perturbe quoi? Encore une fois, elle va perturber la circulation des fluides comme le sang veineux, comme le sang artériel, comme la lymphe. Ma posture, encore une fois, comment je peux ne pas perturber ce que la vie a généré ou ce que Dieu a généré en moi. Et ce principe-là, c'est me rappeler aussi, moi je crois, qu'on a de la chance d'être sur deux pieds, qu'on a de la chance d'avoir nos deux mains libres pour faire, qu'on a de la chance d'avoir ces yeux capables de nous faire voir la beauté de plus grand que nous, de ce ciel, de ce soleil, de ces étoiles, et de ne pas, le problème d'une cité, je crois, à la différence du rural, c'est qu'on se cantonne, on a l'impression que notre vie c'est toujours un peu enfermé, de juste ne pas oublier qu'on est sur une planète merveilleuse, qu'on est bien encadré par des astres merveilleux, qu'on est bien soutenu par une terre généreuse et sabara, qu'on est alimenté par de l'eau, par de l'air, qu'on est alimenté par des jolis fruits, des jolis légumes. Ça rejoint le plaidoyer en faveur de la gratitude. C'est un peu la gratitude, mais surtout la reconnaissance. La reconnaissance de cette merveille que je suis en train de vivre aujourd'hui, à savoir écouter Badr et Myriam et comprendre et savoir leur parler et savoir simplement être ensemble. Moi, je trouve ça déjà merveilleux. Juste se rappeler des petites choses. Et là, si on rajoute la famille, les enfants, etc., se nourrir de savoir poser le regard là où ça me donne du bien. Alors attention, parce que dès que je pose mon regard quelque part, ça s'imbibe en moi. Et c'est très puissant dans nos sociétés actuellement où j'ai beaucoup de data que je fais rentrer à l'intérieur de ma rétine et c'est très puissant. Là, et ça peut imposer. Elle s'infiltre des fois contre d'autres ça veut dire pas spécialement avec notre accord, de façon un peu passive. Exactement, mais je deviens quelque part ce que je vois. J'informe mon système par mes yeux d'une manière très puissante. Depuis que je suis petit, l'œil est majeur dans l'esprit et dans sa fonction. Alors j'aime dire à mes enfants quand je vais vers l'école, regarde les feuilles des arbres, lève la tête, regarde le ciel. Ça, c'est des choses en mouvement, c'est des choses qui bougent. C'est pas des choses comme un peu, des fois, on a l'impression que le trottoir, il est immuable. Bien sûr qu'il s'érode et qu'il bouge, mais c'est des choses très statiques. Lentes, oui. Et j'invite pour moi, chacun de me dire, j'aimerais juste ne pas trop apprendre à pas trop me décevoir. Je me suis tenu de cette manière, j'ai mangé telle chose, j'ai utilisé tel langage, ça m'a fait du mal, ça a fait du mal autour de moi. En tant qu'être humain, je crois qu'on a la chance de prendre conscience, de mémoriser les choses pour pas les reproduire. Et ainsi avancer vers des choses qui s'améliorent en principe. Oui. Si Dieu le veut. Et en islam, on parle de istiqama. Et quand on parle de posture, on parle de redressement. Il faut se redresser. C'est une notion aussi qu'on retrouve également en médecine chinoise, et un ostéopathe est observateur des postures. Hakim Bouzidi. Oui, on va déterminer beaucoup de choses comme Myriam sur aussi l'implication de la posture sur la psychologie. On voit bien quelqu'un qui se ferme ou quelqu'un qui s'ouvre ou quelqu'un qui est trop en avant ou trop en arrière ou trop contracté ou trop relâché. On essaie encore une fois de ramener vers l'équilibre. Et je voulais, pour illustrer cet équilibre, donner juste un tableau avec des entrées et des sorties. Aujourd'hui, dans ma société, tout ce que je fais rentrer par la bouche, par les yeux, par les oreilles, par mes pensées, c'est énorme. Et je mets une colonne à côté avec qu'est-ce que je fais sortir. De l'énergie cinétique, de moins en moins, pas de mouvement. Est-ce que je chante, est-ce que je suis dans l'artisanat, de moins en moins. Et j'aimerais mettre ces deux tableaux en face de moi et de regarder l'équilibre entre ce qui rentre en moi et ce que je fais sortir de moi. Et ainsi trouver un principe qui tend vers la santé. Quand je fais équilibrer ces entrées et ces sorties, encore une fois, aujourd'hui quand je me déplace, quitter la voiture, si j'habite en ville, quitter toutes les voitures, ça sert à rien. C'est imagine la situation, moi je le regarde d'un point de vue et d'un œil énergétique et je vais m'arrêter sur cet exemple. L'humain a troqué l'âne, le cheval, le bral d'Allah, où j'avais la capacité de connecter mon âme à celle de l'animal, mon esprit à celui de l'animal, mon corps il peut décider de ne pas avancer. Bon, quand on appuie sur l'accélérateur, il est beaucoup moins réticent. Aujourd'hui, quand je regarde la mobilité d'un homme, imagine, il y a un moteur à explosion à 1 mètre de moi, et il y a un inflammable derrière aussi à 1 mètre de moi. Et moi, je suis dans une posture statique, en me déplaçant de plus en plus
plus vite. D'où l'importance de la musique. Bah oui, ça redynamise. Alors Malim Helou, sur les postures, effectivement, du point de vue de la communication, on a un autre regard sur la posture que le simple fait d'observer si une personne est redressée, si elle est déséquilibrée ou non. La posture dit énormément d'autres choses et ça rejoint notre thématique qu'on a essayé d'illustrer avec des exemples, des correspondances qui existent entre le corps et l'esprit. Pour rebondir sur les paroles sages de Hakim, je pense qu'il porte bien son nom. Il y a beaucoup de sagesse qui a émergé, le bien nommé. Ah oui. Il y a beaucoup de sagesse qui a émergé et ce recul-là qui nous fait prendre sur nos vies, parce que les phrases que j'entendais, c'est comme des graines qu'on sème dans le cœur. Et ces graines-là qu'on sème dans le cœur ou qu'on plante dans le cœur ou dans la réflexion, ben ça pousse, ça grandit et ça devient une sorte de voix intérieure, une voix qui nous dit va plutôt dans ce sens-là ou va plutôt dans l'autre. Nourris-toi du contact avec la terre, avec la forêt, avec les arbres, assis-toi sur le gazon, assis-toi sur le sable, contemple l'océan. C'est ça la voix qui fait émerger pour nous reconnecter à la vie, à cet espace qui va nous nourrir et nous faire grandir. Et moi j'adore aussi notre religion parce que il y a quelque chose de la voie du milieu, il y a quelque chose de l'ordre du milieu. Et dans le milieu, il y a une forme d'équilibre, il n'y a pas d'excès. Il n'y a pas d'excès, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam et prônait souvent la voie du milieu. Et la voie du milieu, c'est quelque chose qui est à l'équilibre entre son cœur et son cerveau, entre son travail pour les autres et son travail pour soi-même, entre ce qu'on a envie de donner aux autres comme valeur ou comme livrable et ce qu'on se doit à soi-même comme valeur ou comme livrable aussi. Beaucoup de ceux qui nous écoutent ont dû faire le bilan de ce qu'on reçoit et de ce qu'on donne. Et c'est vrai qu'on reçoit beaucoup. On a les yeux grands ouverts devant les écrans et parfois on écoute énormément, mais quand on fait le bilan de ce qu'on donne, effectivement, on peut sentir qu'il y a de la passivité. Bon, c'est l'autre versant de la sédentarité. Et on peut en sortir à tout moment, mais pourvu qu'il y ait ce stimulus, cette voix qu'on va écouter, ce livre qu'on va lire, ce regard sur les branches d'un arbre qui vont bouger, ou cette douleur qui va nous dire « Ah là, c'est devenu insupportable, je peux plus supporter, qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir et créer une meilleure condition pour moi ?» En tout cas, c'est un mot de conclusion. Stimulus, c'est peut-être l'autre nom des experts, en tout cas ce matin. Je vous remercie tous deux pour votre présence avec nous à l'antenne. L'heure est aux actualités, un journal d'information qui nous sera présenté dans quelques instants par Kamal Rsal et la tranche suivante sera animée, vous le savez, par Ahmed Alwa. Écoutez la musique d'Atlantic Radio.